Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 1. Descente dans le terrier du lapin. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il ne contenait ni images ni dialogue. Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images ni dialogue ? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de sa poche, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Le terrier était d'abord creusé horizontalement comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Soit que le puits fût très profond, soit qu'Alice tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle ne pût en rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Marmelade d'orange ». Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant. « Ma foi, songea-t-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal, quand je serai à la maison, de dégringoler dans l'escalier. Ce qu'on va me trouver courageuse ? Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerais à personne. » Supposition des plus vraisemblables, en effet. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finira jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de 6 à 7 000 kilomètres, du moins je le crois. Car voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre, et quoique le moment fût mal choisi pour en faire parade, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, cela doit être la distance exacte. Mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude, mais elle jugeait que c'étaient de très jolis mots impressionnants à prononcer. Bientôt, elle recommença. Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre.
Cela sera rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. » Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Mais je serais alors obligée de leur demander quel est le nom du pays, bien sûr. « S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ?» Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Imaginez ce que peut être la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable ? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, j'en ai bien peur. » Dinah était sa chatte. « J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. »« Ma chère Dinah, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et cela, vois-tu, cela ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent des chauves-souris ? Je me le demande. » À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente, et elle se mit à répéter comme si elle rêvait. « Est-ce que les chats mangent des chauves-souris ? Est-ce que les chats mangent des chauves-souris ? Et parfois, est-ce que les chauves-souris mangent des chats ? » Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon, et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dinah, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement. « Allons, Dinah, dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand, brusquement, patatras, elle atterrit sur un tas de branchages et de feuilles mortes, et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal, et fut sur pied en un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle s'étendait un autre couloir, où elle vit le lapin blanc en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin dire, en tournant au coin, « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui, mais quand elle eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse, éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table à 3 pieds, entièrement faite en verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or. Et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Et hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas encore remarqué. Derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de 40 cm environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus grand qu'un trou à rats. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines.
Mais elle ne pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, se disait la pauvre Alice, cela ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh, que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue-vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car, voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table en espérant presque y trouver une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes comme des longues-vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. « Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, » dit-elle. Portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimés en grosses lettres ces deux mots « Bois-moi ». C'était très joli de dire « bois-moi », mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. « Non, je vais d'abord bien regarder, pensa-t-elle, pour voir s'il y a le mot poison. » Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces, ou victimes de plusieurs autres mésaventures. Tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps, ou que si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt, d'ordinaire, se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette « poison », cela ne manque presque jamais, tôt ou tard, de vous causer des ennuis. Cependant, le flacon ne portait décidément pas d'étiquette « poison ». Alice se hasarda à en goûter le contenu. Comme il lui parut fort agréable, en fait, cela rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les rôtis chaudes bien beurrées. Elle avala séance tenante jusqu'à la dernière goutte. « Quelle sensation bizarre !» dit Alice. « Je dois être en train de rentrer en moi-même, comme une longue-vue. » Et c'était bien exact. Elle ne mesurait plus que 25 centimètres. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet. « Car voyez-vous, pensait Alice, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait, comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. » Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie est éteinte, car elle n'arrivait pas à se rappeler avoir jamais vu chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, pauvre Alice! Dès qu'elle fut arrivée à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or. Et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il lui était impossible de l'atteindre. Quoiqu'elle pût la voir très nettement à travers le verre, elle essaya tant qu'elle put d'escalader un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Aussi, après s'être épuisée en efforts inutiles, la pauvre petite s'assit et fondit en larmes. « Allons, cela ne sert à rien de pleurer comme ça, » se dit-elle d'un ton sévère. « Je te conseille de t'arrêter à l'instant. » Elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivît guère. Et parfois, elle se réprimandait si vertement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour, elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même. Car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes.
Mais c'est bien inutile à présent, pensa la pauvre Alice, de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste assez de moi pour former une seule personne digne de ce nom. Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte en verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un petit gâteau sur lequel les mots « Mange-moi » étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. « Ma foi, je vais le manger, » dit Alice. « S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon comme de l'autre, j'irai dans le jardin et ensuite advienne que pourra. » Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété : « Vers le haut ou vers le bas ?» en tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Or, elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux, mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes qu'il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. C'est pourquoi elle se mit pour de bon à la besogne et eut bientôt fini le gâteau jusqu'à la dernière miette. Chapitre 2. Une mare de larmes. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était si surprise que, sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue-vue qui ait jamais existé. Adieu mes pieds !» Car lorsqu'elle les regarda, ils lui semblèrent avoir presque disparu tant ils étaient loin. « Oh, mes pauvres petits pieds ! Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent, mes chéris. Pour moi, c'est sûr, j'en serais incapable. Je serais beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il faudra vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentille avec eux, songea Alice. Sinon, peut-être refuseront-ils de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu. Je leur donnerai une paire de souliers neufs à chaque Noël. Là-dessus, elle se mit à réfléchir comment elle s'y prendrait pour faire parvenir les souliers à destination. « Il faudrait que je les confie à un commissionnaire, pensa-t-elle. Cela aura l'air fameusement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Et ce que l'adresse paraîtra bizarre. Monsieur Piedroit d'Alice, devant le foyer, près le garde-feu, avec l'affection d'Alice. Oh mon Dieu, quelle bêtise je raconte !» Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait maintenant plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et revint en toute hâte vers la porte du jardin. Pauvre Alice! Tout ce qu'elle put faire, ce fut se coucher sur le flanc pour regarder d'un œil le jardin. Mais passer de l'autre côté était plus que jamais impossible. Elle s'assit et se remit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, » se dit Alice. « Une grande fille comme toi. » C'était le cas de le dire. « Pleurer comme tu le fais. Arrête-toi tout de suite, je te le dis. » Mais elle n'en continua pas moins à verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une grande mare profonde de 10 centimètres qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de petits pas pressés, et elle s'essuya rapidement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait, et chemin faisant, il marmonnait à mi-voix. « Oh, la duchesse, la duchesse! Oh, ce qu'elle va être furieuse si j'ai fait attendre !» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours au premier venu. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. « Je vous en prie, monsieur. » Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau blanc et l'éventail, puis détala dans les ténèbres aussi vite qu'il le put.
Alice ramassa l'éventail et les gants, et comme il faisait très chaud dans la pièce, elle se mit à s'éventer sans arrêt, tout en parlant. « Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Pourtant, hier, les choses se passaient normalement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin ? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Que diable puis-je bien être ? Ah, c'est là le grand problème. » Et elle se mit à penser à toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait, pour voir si elle ne serait pas devenue l'une d'elles. « Je suis sûre de ne pas être Ada, » se dit-elle, car elle a de longs cheveux bouclés, alors que les miens ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être Mabel, car moi, je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle, et moi, je suis moi, et, oh, Seigneur, quel casse-tête! Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons un peu. 4 fois 5 font 12. 4 fois 6 font 13, et 4 fois 7 font... Oh, mon Dieu! Jamais je n'arriverai jusqu'à 20 à cette allure. Mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome, et Rome... Non, tout cela est faux, j'en suis sûre. On a dû me changer en Mabel. Je vais essayer de réciter. Voyez comme la petite abeille, s'étant croisée les mains sur les genoux, comme si elle récitait ses leçons, elle se mit à dire le poème. Mais sa voix lui parut rauque et étrange, et les mots vinrent tout différents de ce qu'ils étaient d'habitude. Voyez comme le petit crocodile sait faire briller sa queue en répandant l'eau du Nil sur ses écailles d'or. Comme gaiement il semble sourire, comme il écarte bien ses griffes, comme il accueille les petits poissons et ses ensorcelantes mâchoires. Je suis sûre que ce ne sont pas les mots qu'il faut, soupira la pauvre Alice. Et ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes, tandis qu'elle poursuivait. Après tout, je dois être Mabel. Il va falloir que j'aille habiter cette misérable petite maison, et je n'aurai quasiment pas de jouets. Et, oh, tant de leçons à apprendre. Non, ma décision est prise. Si je suis Mabel, je reste ici. On aura beau pencher la tête vers moi en disant « Allons, remonte, ma chérie », je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Dites-moi d'abord qui je suis. Si cela me plaît d'être cette personne-là, alors je remonterai. Sinon, je resterai ici, jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » « Mais, oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en fondant brusquement en larmes. « Je voudrais bien qu'on se décide à pencher la tête vers moi. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici. » En disant cela, elle abaissa son regard vers ses mains, et fut surprise de voir qu'elle avait mis un des petits gants de chevreau blanc du lapin, tout en parlant. « Comment ai-je pu m'y prendre ?» songea-t-elle. « Je dois être en train de rapetisser ?» Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 60 cm de haut et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. « Cette fois, je l'ai échappé belle, » dit Alice, tout effrayée de sa brusque transformation, mais très heureuse d'être encore de ce monde. « Maintenant, au jardin !» Et elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas, la petite porte était de nouveau fermée, et la petite clé d'or se trouvait sur la table, comme auparavant. « Les choses vont de mal en pis, » pensa la pauvre enfant, « car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent. Non, jamais. C'est trop de malchance, vraiment. » Comme elle disait ces mots, son pied glissa, et un instant plus tard, plouf! Elle se trouvait plongée dans l'eau salée jusqu'au menton.
Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Elle ne savait comment et, dans ce cas, songea-t-elle, je vais pouvoir rentrer par le train. Elle était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie et elle en avait tiré cette conclusion générale que partout où il y avait des côtes anglaises, on trouvait un grand nombre de cabines de bain roulantes dans l'eau. Des enfants en train de faire des trous dans le sable et des pelles en bois, puis une rangée de pensions de famille et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare formée par les larmes qu'elle avait versées lorsqu'elle avait 2,75 m de haut. « Comme je regrette d'avoir tant pleuré !» s'exclamait Alice, tout en nageant pour essayer de se tirer de là. « Je suppose que, en punition, je vais me noyer dans mes propres larmes. C'est cela qui sera bizarre. Pour cela, oui. Il est vrai que tout est bizarre aujourd'hui. » À cet instant précis, elle entendit patauger, non loin, dans la mare, et elle nagea de ce côté-là pour voir de quoi il s'agissait. Elle crut d'abord que cela pouvait être un morse ou un hippopotame. Mais ensuite, elle se rappela combien elle était à présent petite, et elle ne tarda pas à s'apercevoir que ce n'était qu'une souris qui avait glissé dans la mare exactement comme elle. « Est-ce que cela servirait à quelque chose maintenant, pensa Alice, de parler à cette souris ? Tout est tellement extravagant dans ce souterrain qu'elle est très probablement capable de parler. En tout cas, je peux toujours essayer. » Elle commença donc ainsi. « Ô souris, sais-tu comment on peut sortir de cette mare ? Je suis lasse de nager par ici. Ô souris !» Alice estimait qu'il fallait s'adresser en ces termes à une souris. Jamais encore elle ne s'était exprimée de la sorte, mais elle venait de se rappeler avoir lu dans la grammaire latine de son frère « Une souris d'une souris à une souris, un souris aux souris ». La souris regarda avec curiosité. Alice crut même la voir cligner d'un de ses petits yeux, mais elle ne répondit rien. « Peut-être ne comprend-elle pas l'anglais, pensa Alice. Ce doit être une souris française, venue ici avec Guillaume le Conquérant. » Malgré tout son savoir historique, Alice avait des idées très vagues sur la chronologie des événements. En conséquence, elle dit « Où est ma chatte ?» ce qui était la première phrase de son manuel de français. La souris bondit brusquement hors de l'eau et tout son corps parut frissonner de terreur. « Oh, je te demande pardon !» s'écria aussitôt Alice, craignant d'avoir froissé la pauvre bête. « J'avais complètement oublié que tu n'aimes pas les chats. »« Que je n'aime pas les chats !» s'exclama la souris d'une voix perçante et furieuse. « Et toi, tu les aimerais, les chats, si tu étais à ma place ?» « Ma foi, peut-être bien que non, » répondit Alice d'un ton conciliant. « Ne te mets pas en colère pour cela. Pourtant, je voudrais bien pouvoir te montrer notre chatte Dina. Je crois que tu te prendrais d'affection pour les chats si tu pouvais seulement la voir une fois. Elle est si pacifique, cette chère Dina, » continua la fillette, comme si elle parlait pour elle seule, en nageant paresseusement dans la mare. Elle reste assise au coin du feu, à ronronner si gentiment, tout se léchant les pattes et en se lavant la figure. Et puis, c'est si doux de la caresser. Enfin, elle est vraiment de première force pour attraper les souris. « Oh, je te demande pardon !» s'écria de nouveau Alice. Car cette fois-ci, la souris était toute hérissée et la petite fille était sûre de l'avoir offensée gravement. « Nous ne parlerons plus de ma chatte, puisque cela te déplaît. »« Nous n'en parlerons plus !» s'écria la souris, qui tremblait jusqu'au bout de la queue. « Comme si, moi, j'allais parler d'une chose pareille. Dans notre famille, nous avons toujours exécré les chats. Ce sont nos créatures vulgaires, viles, répugnantes. Ne t'avise plus de prononcer le mot chat. »« Je m'en garderai bien, » dit Alice, qui avait hâte de changer de conversation. « Est-ce que tu aimes les chiens ?» La souris ne répondit pas. Aussi, Alice continua avec empressement. « Il y a près de chez nous un petit chien si charmant que j'aimerais bien pouvoir te le montrer.
Vois-tu, c'est un petit terrier à l'œil vif, avec de si longs poils bouclés. Il rapporte tous les objets qu'on lui jette, il fait le beau pour quémander son dîner, et il fait tellement de tours que je ne me rappelle pas la moitié. Il appartient à un fermier qui dit que ce chien lui est si utile qu'il vaut plus de 1000 francs. Il dit qu'il tue les rats et... Oh mon Dieu ! S'écria Alice d'un ton de chagrin. J'ai bien peur de l'avoir offensé une fois de plus. En effet, la souris s'éloignait d'elle en nageant aussi vite que possible et en soulevant une véritable tempête à la surface de la mare. Alice l'appela doucement. « Ma petite souris chérie, je t'en prie, reviens, et nous ne parlerons plus ni de chat ni de chien, puisque tu ne les aimes pas. » Quand la souris entendit cela, elle fit demi-tour et nagea lentement vers Alice. Son visage était tout pâle. De colère, pensa la petite fille. Et elle déclara d'une voix basse et tremblante. « Regagnons la rive. Là, je te raconterai mon histoire. Tu comprendras alors pourquoi je déteste les chats et les chiens. » Il était grand temps de partir. La mare se trouvait à présent fort encombrée par les oiseaux et les animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lori, un aiglon et plusieurs autres créatures bizarres. Alice montra le chemin et toute la troupe gagna la terre à la nage. Chapitre 3. Une course au cocu et une longue histoire. Étrange troupe, en vérité, que celle qui s'assembla sur la rive. Oiseaux aux plumes mouillées, animaux dont la fourrure collait au corps, tous trempés comme des soupes, mal à l'aise et de mauvaise humeur. Naturellement, la question la plus importante était de savoir comment se sécher. Ils tinrent conseil à ce sujet, et au bout de quelques minutes, Alice trouva tout naturel de bavarder familièrement avec eux, comme si elle les avait connus toute sa vie. En réalité, elle eut une longue discussion avec le lori, qui finit par bouder et se contenta de déclarer « Je suis plus âgé que toi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. » Mais Alice ne voulut pas admettre cela avant de connaître son âge, et comme le lori refusa catégoriquement de le dire, les choses en restèrent là. Finalement, la souris, qui semblait avoir de l'autorité sur eux, ordonna d'une voix forte « Asseyez-vous tous tant que vous êtes et écoutez-moi. Je vais vous sécher, moi, en 2 temps et 3 mouvements. » Tous s'assirent aussitôt en formant un large cercle dont la souris était le centre. Alice la regardait fixement d'un air inquiet, car elle était sûre d'attraper un mauvais rhume si elle ne se séchait pas très vite. « reprit la souris d'un air important. « Tout le monde est prêt ? Voici la chose la plus aride que je connaisse. Faites silence, s'il vous plaît. » Guillaume le Conquérant, à la cause duquel le pape était favorable, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de chefs et qui étaient habitués depuis quelque temps à l'usurpation et à la conquête. Edwin et Mocquard, comtes de Mercie et de Noturambie. « Pouah !» s'écria le lori en frissonnant. « Je te demande pardon, dit la souris très poliment, mais en fronçant les sourcils. Tu as dit quelque chose ? Cela n'est pas moi, répliqua vivement le lori. Ah, j'avais cru t'entendre parler. Je continue. Edwin et Morcar, comtes de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent pour lui, et Stigand lui-même, archevêque de Canterbury, fut bien connu pour son patriotisme, trouva cela opportun. « Trouvant quoi ?» demanda le canard. « Trouvant cela, répondit la souris d'un ton plutôt maussade. Je suppose que tu sais ce que cela veut dire. » « Je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui le trouve, rétorqua le canard. C'est généralement une grenouille ou un ver. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. La souris fit semblant de ne pas avoir entendu cette question et continua vivement. Trouvant cela opportun,
accompagna Edgar Atteling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Tout d'abord, l'attitude de Guillaume fut raisonnable, mais l'insolence de ces Normands... « Comment te sens-tu à présent, ma petite ?» dit-elle en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais, » répondit la fillette d'une voix mélancolique. « Cela n'a pas l'air de me sécher le moins du monde. »« Dans ce cas, » déclara solennellement le dodo en se levant, « je propose que la réunion soit remise à une date ultérieure et que nous adoptions sans plus tarder les mesures plus énergiques qui soient de nature à... »« Parle plus simplement !» s'exclama l'aiglon. « Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots, et par-dessus le marché, je crois que tu ne comprends pas, toi non plus. » Sur ces mots, il baissa la tête pour dissimuler un sourire. On entendit nettement quelques oiseaux ricaner. « Ce que j'allais dire, reprit le dodo d'un ton vexé, c'est que la meilleure chose pour nous sécher serait une course au cocu. » « Qu'est-ce que c'est, une course au cocu ?» demanda Alice. Non pas qu'elle tînt beaucoup à le savoir, mais le dodo s'était tu comme s'il estimait que quelqu'un devait prendre la parole, et personne n'avait l'air de vouloir parler. « Ma foi, répondit-il, la meilleure façon d'expliquer ce qu'est une course au cocu, c'est de la faire. Et comme vous pourriez avoir envie d'essayer vous-même un jour d'hiver, je vais vous raconter comment le dodo procéda. D'abord, il traça les limites d'une piste de course à peu près circulaire. La forme exacte n'a pas d'importance, dit-il. Puis, tous les membres du groupe se placèrent sur le long de la piste, au petit bonheur. Il n'y eut pas de 1, 2, 3 partez. Chacun se mit à courir quand il lui plut et s'arrêta de même. Si bien qu'il fut assez difficile de savoir à quel moment la course était terminée. Néanmoins, lorsqu'ils eurent couru pendant une demi-heure environ et qu'ils furent tous bien secs de nouveau, le dodo cria brusquement « La course est finie !» Sur quoi, ils s'attroupèrent autour de lui en demandant d'une voix haletante « Mais qui a gagné ?» Le dodo ne put répondre à cette question avant d'avoir mûrement réfléchi. Et il resta assis, pendant un bon moment, un doigt sur le front. C'est dans cette position qu'on voit souvent Shakespeare, la plupart du temps, sur les tableaux qui le représentent. Tandis que les autres attendaient sans rien dire. Finalement, il déclara « Tout le monde a gagné, et tous, nous devons recevoir des prix. »« Mais qui va donner les prix ?» demandèrent les autres en chœur. « C'est elle, bien sûr !» dit le dodo en montrant Alice du doigt. Et immédiatement, tous s'attroupèrent autour d'elle en criant tumultueusement « Des prix! Des prix !» Alice ne savait que faire. En désespoir de cause, elle mit la main à la poche, en tira une boîte de dragées, heureusement l'eau salée n'y avait pas pénétré, et les distribua à la ronde en guise de prix. Il y en avait exactement une pour chacun. « Mais il faut qu'elle ait un prix elle aussi, » dit la souris. « Bien sûr, » approuva le dodo d'un ton très sérieux. « Qu'as-tu encore dans ta poche ?» continua-t-il en se tournant vers Alice. « Rien qu'un dé à coudre, » répondit-elle tristement. « Passe-le-moi, » ordonna-t-il. Une fois de plus, tous se pressèrent autour d'elle, tandis que le dodo présentait solennellement le dé à Alice en disant « Nous te prions de bien vouloir accepter cet élégant dé à coudre. » Et quand il eut achevé ce bref discours, les assistants poussèrent des acclamations. Alice jugea tout cela parfaitement absurde, mais ils avaient l'air si sérieux qu'elle n'osa pas en rire. Comme elle ne trouvait rien à répondre, elle se contenta de s'incliner et de prendre le dé d'un air aussi grave que possible. Il fallait à présent manger les dragées, ce qui n'alla pas sans beaucoup de bruit et de désordre. En effet, les gros oiseaux se plaignirent de ne pouvoir apprécier le goût des leurs, et les petits s'étranglèrent, si bien qu'on fut obligé de leur tapoter le dos. Cependant, tout finit par s'arranger.
Ils s'assirent en cercle de nouveau et prièrent la souris de leur narrer autre chose. « Tu m'avais promis, te souviens-tu, dit Alice, de me raconter ton histoire et de m'expliquer pourquoi tu détestes les ch et les ch, ajouta-t-elle à voix basse, craignant de la froisser une fois de plus. Elle est bien longue et bien triste, s'exclama la souris en soupirant et en regardant sa queue. Il est exact qu'elle est très longue, déclara Alice en regardant la queue elle aussi, d'un air stupéfait. Mais pourquoi la trouves-tu triste ? Et pendant que la souris parlait, Alice continuait à se casser la tête à ce propos, de sorte que l'idée qu'elle se faisait de l'histoire ressemblait un peu à ceci. Furie dit à une souris qui avait trouvé un logis. « Allons devant le tribunal, je te poursuis devant la loi. Je n'accepte pas de refus. Il faut que le procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. » La souris répond au roquet. « Mon cher monsieur, un tel procès sans jury et sans juge ne se peut pas, je le crains fort. »« Je serai juge, je serai juré, » répondit le rusé Furie. « C'est moi qui rendrai le verdict et te condamnerai à mort. »« Tu n'écoutes pas, » reprocha à Alice la souris d'un ton sévère. « À quoi penses-tu donc ?»« Je te demande pardon, » dit Alice très humblement. « Tu en étais arrivée à la 5e courbe, n'est-ce pas ?»« Mais pas du tout, » s'exclama la souris d'un ton furieux. « Je n'étais pas encore au nœud de mon histoire. »« Il y a donc un nœud quelque part ?» demanda Alice, toujours prête à rendre service, en regardant anxieusement autour d'elle. « Oh, je t'en prie, laisse-moi t'aider à le défaire. »« Jamais de la vie !» rétorqua la souris en se levant et en s'éloignant. « Tu m'insultes en racontant des bêtises pareilles. »« Je ne l'ai pas fait exprès, » dit la pauvre Alice pour s'excuser. « Mais tu te froisses pour un rien, tu sais. » La souris, en guise de réponse, se contenta de grogner. « Je t'en prie, reviens et achève ton histoire, » s'écria Alice, et tous les autres s'exclamèrent en chœur. « Oui, nous t'en prions. » Mais la souris se contenta de hocher la tête avec impatience, en s'éloignant un peu plus vite. « Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester, » déclara le lori en soupirant, aussitôt qu'elle eut disparu. Et une vieille mère crabe profita de l'occasion pour dire à sa fille « Ah, ma chérie, que ceci te serve de leçon et t'apprenne à ne jamais te mettre en colère. »« Tais-toi, maman, » répondit la petite d'un ton acariâtre. « Ma parole, tu ferais perdre patience à une huître. »« Ce que je voudrais avoir notre Dinah avec moi, » s'exclama Alice à haute voix, mais sans s'adresser à personne en particulier. « Elle aurait vite fait de la ramener. » « Et qui est Dinah, si je puis me permettre de poser cette question ?» demanda le lori. Alice répondit avec empressement, car elle était toujours prête à parler de son animal favori. « Dinah est notre petite chatte. Elle n'a pas sa pareille pour attraper les souris. Tu ne peux pas t'en faire une idée. Et je voudrais que tu la voies quand elle chasse les oiseaux. Elle avale un petit oiseau en un rien de temps. » Ces paroles causèrent une grande sensation dans l'assistance. Quelques oiseaux s'envolèrent sans plus attendre. Une vieille pie commença à s'emmitoufler très soigneusement en marmottant « Il faut absolument que je rentre. L'air de la nuit me fait mal à la gorge. » Et un canari cria à ses enfants d'une voix tremblante « Partons, mes chéris. Vous devriez être au lit depuis longtemps déjà. » Sous des prétextes divers, tous s'éloignèrent et bientôt Alice se trouva seule. « Ce que je regrette d'avoir parlé de Dinah, » se dit-elle d'une voix mélancolique. « Personne ici n'a l'air de l'aimer, et pourtant je suis sûre que c'est la meilleure chatte du monde. Oh, ma Dinah chérie, je me demande si je te reverrai jamais. » Là-dessus, la pauvre Alice se remit à pleurer, car elle se sentait très seule et découragée. Au bout d'un court moment, cependant, elle entendit dans le lointain un léger bruit de pas. Alors,
Elle leva les yeux, avide, espérant vaguement que la souris avait changé d'idée et revenait pour achever son histoire. Chapitre 4. Le lapin fait intervenir le petit Bill. C'était le lapin blanc qui revenait en trottant, lentement, et en jetant autour de lui des regards inquiets, comme s'il avait perdu quelque chose. Alice l'entendit murmurer « La duchesse, la duchesse, oh mes pauvres petites pattes, oh ma fourrure et mes moustaches, elle va me faire exécuter, aussi sûr que les furets sont des furets. Oh diable, ai-je bien pu les laisser tomber ?» Alice devina sur-le-champ qu'il cherchait l'éventail et les gants de chevreau blanc. Et n'écoutant que son bon cœur, elle se mit à les chercher à son tour. Mais elle ne les trouva nulle part. Tout semblait changer depuis qu'elle était sortie de la mare. La grande salle, la table en verre et la petite clé avaient complètement disparu. Bientôt, le lapin vit Alice en train de fureter partout, et il l'interpella avec colère. « Eh bien, Marie-Anne, que diable faites-vous là ? Filez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allons, vite !» Alice eut si peur qu'elle partit immédiatement à toutes jambes dans la direction qu'il lui montrait du doigt, sans essayer de lui expliquer qu'il s'était trompé. « Il m'a pris pour sa bonne, » se disait-elle en courant. « Comme il serait étonné quand il saura qui je suis. Mais je ferais mieux de lui rapporter son éventail et ses gants, du moins si j'arrive à les trouver. » Comme elle prononçait ces mots, elle arriva devant une petite maison fort coquette, sur la porte de laquelle se trouvait une plaque de cuivre étincelante où était gravé le nom « Lapin B ». Elle entra sans frapper. Puis, elle monta l'escalier 4 à 4, car elle avait très peur de rencontrer la véritable Marie-Anne et de se faire expulser de la maison avant d'avoir trouvé l'éventail et les gants. « Comme cela me semble drôle, pensa Alice, de faire des commissions pour un lapin. Après cela, je suppose que c'est Dinah qui m'enverra faire ses commissions. » Et elle commença à s'imaginer ce qui se passerait. « Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous habiller pour aller faire votre promenade. »« J'arrive dans un instant, mademoiselle. Mais il faut que je surveille ce trou de souris jusqu'au retour de Dinah, pour empêcher la souris de sortir. » « Seulement, continua Alice, je ne crois pas qu'on garderait Dinah à la maison si elle se mettait à donner des ordres comme ça. » Elle était arrivée maintenant dans une petite chambre bien rangée, devant la fenêtre de laquelle se trouvait une table. Sur la table, comme elle l'avait espéré, il y avait un éventail et 2 ou 3 paires de minuscules gants de chevreau blanc. Elle prit l'éventail et une paire de gants, et elle s'apprêtait à quitter la chambre quand son regard se posa sur une petite bouteille à côté du miroir. Cette fois, il n'y avait pas d'étiquette portant les mots « bois-moi ». Mais cependant, elle déboucha la bouteille et la porta à ses lèvres. « Je sais qu'il arrive toujours quelque chose d'intéressant chaque fois que je mange ou que je bois quoi que ce soit, » se dit-elle. « Je vais voir l'effet que produira cette bouteille. J'espère bien qu'elle me fera grandir de nouveau, car vraiment, j'en ai assez d'être, comme à présent, une créature minuscule. » Ce fut bien ce qui se produisit, et beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Avant d'avoir bu la moitié du contenu de la bouteille, elle s'aperçut que sa tête était pressée contre le plafond, si bien qu'elle dut se baisser pour éviter d'avoir le cou rompu. Elle se hâta de remettre la bouteille à sa place en disant « Cela suffit comme ça. J'espère que je ne grandirai plus. Au point où j'en suis, je ne peux déjà plus sortir par la porte. Ce que je regrette d'avoir tant bu. » Hélas, les regrets étaient inutiles. Elle continuait à grandir sans arrêt, et bientôt elle fut obligée de s'agenouiller sur le plancher. 1 minute plus tard, elle n'avait même plus assez de place pour rester à genoux, et elle essayait de voir si elle serait mieux en se couchant, un coude contre la porte, son autre bras replié sur sa tête. Puis, comme elle ne cessait toujours pas de grandir, elle passa un bras par la fenêtre, mit un pied dans la cheminée, et se dit « À présent, je ne peux pas faire plus
Je ne peux pas faire plus, quoi qu'il m'arrive. Que vais-je devenir ? Heureusement pour Alice, la petite bouteille magique avait produit tout son effet et elle arrêta de grandir. Malgré tout, elle était très mal à l'aise et comme elle semblait ne pas avoir la moindre chance de pouvoir sortir un jour de la petite chambre, il n'était pas surprenant qu'elle se sentît malheureuse. C'était bien plus agréable à la maison, pensa la pauvre Alice. On ne grandissait pas et on ne rapetissait pas à tout bout de champ. Et il n'y avait pas de souris ni de lapin pour vous donner sans cesse des ordres. Je regrette presque d'être entrée dans ce terrier. Et pourtant, le genre de vie que je mène ici est vraiment très curieux. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Au temps où je lisais des contes de fées, je m'imaginais que ce genre de choses n'arrivait jamais. Et voilà que je me trouve en plein dedans. On devrait écrire un livre sur moi. Cela oui. Quand je serai grande, j'en écrirai un. Mais je suis assez grande maintenant, ajouta-t-elle d'une voix désolée. En tout cas, ici, je n'ai plus du tout de place pour grandir. Mais alors, pensa Alice, est-ce que j'aurai toujours l'âge que j'ai aujourd'hui ? D'un côté, ce serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme. Mais d'un autre côté, avoir des leçons à apprendre pendant toute ma vie, oh, je n'aimerais pas cela du tout. Ma pauvre Alice, ce que tu peux être sotte, se répondit-elle. Comment pourrais-tu apprendre des leçons ici ? C'est tout juste s'il y a assez de place pour toi, et il n'y en a pas du tout pour un livre de classe. Elle continua de la sorte pendant un bon moment, tenant une véritable conversation en elle seule, en faisant alternativement des questions et des réponses. Puis, au bout de quelques minutes, elle entendit une voix à l'extérieur de la maison et se tut pour écouter. « Marianne ! Marianne !» disait la voix. « Apportez-moi mes gants tout de suite !» Ensuite, Alice entendit un bruit de pas pressés dans l'escalier. Elle comprit que c'était le lapin qui venait voir ce qu'elle devenait, et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute la maison, car elle avait oublié qu'elle était à présent 1000 fois plus grosse que le lapin et qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. Bientôt, le lapin arriva à la porte et essaya de l'ouvrir. Mais comme elle s'ouvrait vers l'intérieur et comme le coude de la fillette était fortement appuyé contre le battant, cette tentative échoua. Alice entendit le lapin qui disait « Puisque c'est ainsi, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. » « Si tu crois cela, tu te trompes, » pensa-t-elle. Après avoir attendu le moment où elle crut entendre le lapin arriver juste au-dessous de la fenêtre, elle ouvrit brusquement la main et fit un grand geste, comme pour attraper quelque chose. Elle n'attrapa rien, mais elle entendit un cri perçant, un bruit de chute et un fracas de verre brisé. D'où elle conclut que le lapin avait dû tomber sur un châssis à concombre ou quelque chose dans le genre. Ensuite, résonna une voix furieuse, celle du lapin en train de crier « Pat, Pat, où es-tu » Après quoi, une voix qu'elle ne connaissait pas répondit « Je suis là, pour sûr, en train d'arracher des pommes, votre honneur. »« Ah, vraiment, en train d'arracher des pommes ?» répondit le lapin en colère. « Arrive ici, viens m'aider à sortir de là. » Nouveau fracas de verre brisé. « Maintenant, dis-moi, Pat, que voit-on à la fenêtre ?»« Pour sûr que c'est un bras, votre honneur. » Il prononçait « bras. »« Un bras, imbécile. Qui a jamais vu un bras de cette taille ? Ma parole, il bouge complètement la fenêtre. »« Pour sûr que c'est bien vrai, votre honneur. Mais c'est un bras tout de même. »« En tout cas, il n'y a rien à faire là. Va l'enlever. » Cette conversation fut suivie d'un long silence, et Alice n'entendit plus que quelques phrases à voix basse de temps à autre, telles que « Pour sûr, j'aime pas cela, votre honneur. Du tout, du tout. Fais ce que je te dis, espèce de poltron. » Finalement, Alice ouvrit la main et de nouveau et fit encore un geste comme pour attraper quelque chose.
Cette fois, il y eut 2 petits cris perçants et un nouveau fracas de verre brisé. « Combien ont-ils donc de châssis à concombre ?» pensa Alice. « Je me demande ce qu'ils vont faire à présent. Pour ce qui est de me faire sortir par la fenêtre, je souhaite seulement qu'ils puissent y arriver. Je suis certaine de ne pas avoir envie de rester ici plus longtemps. » Pendant un moment, elle n'entendit plus rien. Puis vint le grondement sourd de petites roues de charrette et le bruit de plusieurs voix en train de parler en même temps. Elle distingua les phrases suivantes. « Où est l'autre échelle ? Voyons, je ne pouvais en apporter qu'une. C'est Bill qui a l'autre. Bill, amène-la ici, mon gars. Dressez-les à ce coin-ci. Non, faut d'abord les attacher bout à bout. Elles n'arrivent pas à la moitié de la hauteur nécessaire. Oh, cela ira comme cela. Ne fais pas le difficile. Tiens, Bill, attrape-moi cette corde. Est-ce que le toit supportera son poids ? Attention à cette ardoise qui est détachée. Cela y est, elle dégringole. Gare là-dessous. Grand fracas. Qui a fait cela ? C'est Bill, je pense. Qui va descendre dans la cheminée ? Moi, je ne marche pas. Vas-y, toi. Si c'est comme cela, je n'y vais pas non plus. C'est Bill qui doit descendre. T'entends, Bill ? Le maître dit que tu dois descendre dans la cheminée. Ah, vraiment ? Bill doit descendre dans la cheminée ? Pensa Alice. Ma parole, c'est à croire que tout retombe sur le dos de Bill. Je ne voudrais pour rien au monde être à la place de Bill. Cette cheminée est étroite, c'est vrai, mais je crois bien que j'ai de la place pour donner un bon petit coup de pied. Elle retira son pied de la cheminée aussi loin qu'elle le put et attendit jusqu'au moment où elle entendit les griffes d'un petit animal. Elle ne put deviner quelle sorte d'animal c'était, agrippé les parois de la cheminée juste au-dessus d'elle. Alors, en se disant « Voici Bill », elle donna un grand coup de pied et prêta l'oreille pour savoir ce qui allait se passer. D'abord, elle entendit plusieurs voix qui s'exclamaient en chœur. « Voilà Bill qui s'envole !» Puis la voix du lapin seul. « Attrapez-le, vous là-bas, près de la haie !» Puis, il y eut un silence, puis à nouveau un chœur de voix confuses. « Relevez-lui la tête, un peu d'eau de vie maintenant, ne l'étouffez pas. Comment cela s'est-il passé, mon vieux ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Raconte-nous cela. » Finalement, une petite voix faible et grinçante se fit entendre. « Cela, c'est Bill, » pensa Alice. « Ma parole, je ne sais pas. Non, merci, j'en ai assez. Je me sens mieux maintenant. Mais je suis encore trop troublée pour vous raconter. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose m'est arrivé dessus comme un diable qui sort d'une boîte, et que je suis partie en l'air comme une fusée. »« Pour cela, oui, oui, c'est bien ce que tu as fait, mon vieux !» s'exclamèrent les autres. « Il va falloir brûler la maison, » dit la voix du lapin. « Si jamais vous faites cela, je lance Dinah à vos trousses !» s'écria Alice de toutes ses forces. Un silence de mort régna aussitôt, et elle pensa « Je me demande ce qu'ils vont bien pouvoir inventer à présent. S'ils avaient pour 2 sous de bon sens, ils enlèveraient le toit. » Au bout d'une minute ou deux, ils recommencèrent à s'agiter, et Alice entendit le lapin qui disait « Une brouettée suffira pour commencer. » Une brouettée de quoi ? Se demanda Alice. Et elle ne tarda pas à être fixée, car une seconde plus tard, une grêle de petits cailloux s'abattit sur la fenêtre, et quelques-uns la frappèrent au visage. « Je vais mettre un terme à tout cela, se dit-elle, et elle s'écria. « Vous ferez bien de ne pas recommencer !» Ce qui amena à nouveau un silence de mort. Alice remarqua non sans surprise que les cailloux, aussitôt qu'ils tombaient sur le plancher, se transformaient en petits gâteaux, et une idée lumineuse lui vint. « Si j'en mange un, pensa-t-elle, il va certainement me faire changer de taille. Et comme il est impossible qu'il me fasse encore grandir, je suppose qu'il va me faire plus petite. » Elle avala donc un gâteau et fut ravie de voir qu'elle commençait à rapetisser immédiatement. Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer par la porte,
Elle sortit de la maison en courant et trouva dehors une foule de petits animaux et oiseaux qui attendaient. Bill, le pauvre petit lézard, était au milieu du groupe, soutenu par 2 cochons d'Inde qui lui faisaient boire le liquide d'un flacon. Tous se ruèrent dans la direction d'Alice dès qu'elle se montra, mais elle s'enfuit à toutes jambes et se trouva bientôt en sécurité dans un bois touffu. « La première chose que je dois faire, se dit-elle, tout en marchant dans le bois à l'aventure, c'est retrouver ma taille normale. La seconde, c'est de trouver le chemin qui mène à ce charmant jardin. Je crois que c'est un très bon plan. » En vérité, ce plan semblait excellent, à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'Alice n'avait pas la plus petite idée sur la manière de le mettre à exécution. Tandis qu'elle regardait autour d'elle, avec inquiétude, parmi les arbres, un petit aboiement sec, juste au-dessus de sa tête, lui fit lever les yeux en toute hâte. Un énorme chiot la regardait d'en haut, avec de grands yeux ronds, et essayait de la toucher en tendant timidement une de ses pattes. « Pauvre petite bête !» dit Alice d'une voix caressante, et elle faisait de gros efforts pour essayer de le siffler. Mais en réalité, elle avait terriblement peur à l'idée qu'il pouvait avoir faim, car dans ce cas, il aurait pu tout aussi bien la dévorer malgré ses cajoleries. Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa un bout de bâton et le lui tendit. Alors, le chiot fit un saut en l'air, avec les 4 pattes, en jappant de plaisir. Puis il se jeta sur le bâton qu'il fit mine de vouloir mettre en pièces. Alors, Alice s'esquiva derrière un grand chardon pour éviter d'être renversée. Mais dès qu'elle se montra de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita à nouveau sur le bâton et fit la cabriole dans sa hâte de s'en emparer. Alors, Alice, qui avait nettement l'impression de jouer avec un cheval de trait et qui s'attendait à être piétinée d'un moment à l'autre, s'esquiva de nouveau derrière le chardon. Sur quoi, le chiot exécuta une série de courtes attaques contre le bâton, avançant très peu et reculant beaucoup chaque fois, sans cesser d'aboyer d'une voix rauque. Finalement, il s'assit à une assez grande distance, haletant, la langue pendante et les yeux grands mi-clos. Alice jugea qu'elle avait là une bonne occasion de se sauver. Elle partit, sans plus attendre, et courut jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, hors d'haleine, et que l'aboiement du chiot ne résonna plus que très faiblement dans le lointain. « Pourtant, quel charmant chiot c'était !» dit Alice, en s'appuyant contre un bouton d'or pour se reposer, et en s'éventant avec une de ses feuilles. « J'aurais bien aimé lui apprendre à faire des tours, si seulement j'avais eu la taille qu'il faut pour cela. Oh, mon Dieu, j'avais presque oublié que je dois grandir à nouveau. Voyons, comment est-ce que je vais m'y prendre ? Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose, mais la question est quoi ? La grande question était certainement quoi ? Alice regarda les fleurs et les brins d'herbe autour d'elle, sans rien voir qui ressemblait à la chose qu'il fallait manger ou boire, compte tenu des circonstances. Tout près d'elle se dressait un champignon à peu près de sa taille. Quand elle eut regardé sous le champignon, derrière le champignon, et des 2 côtés du champignon, l'idée lui vint qu'elle pourrait également regarder ce qu'il y avait dessus du champignon. Elle se dressa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil attentif, et son regard rencontra immédiatement celui d'une grosse chenille bleue, assise, les bras croisés, fumant tranquillement un long narguilé, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce fût. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à mettre un j'aime si la lecture vous a plu.